À quoi tu joues, l'hebdo des jeux vidéo, avec Toshiba, sponsor officiel de l'ESL Pro Series. Bonsoir et bienvenue sur Watch TV pour ce 25e épisode d'À quoi tu joues, l'émission 100% consacrée aux jeux vidéo, 100% ou presque. Il en sera encore beaucoup question évidemment ce soir pour vous faire partager notre expérience vidéoludique avec, comme quasiment tous les mardis soirs, l'ami Nicolas Gavet. Salut Nicolas. Tu m'entends ? Salut Pierrick. Voilà. Oui, je t'entends. Tu as pu tester, toi, Infamous, une licence qu'on connaît bien sur PlayStation, avec 2 premiers épisodes sur PS3, et la série qui arrive enfin sur PS4. C'est l'un des gros blockbusters de Sony, forcément, pour sa console. Et tu nous diras si c'est réussi. En tout cas, c'est vraiment un jeu PS4. Nicolas ? C'est un jeu, pour une fois, qui fait vraiment next-gen. Niveau graphique, c'est impressionnant. Ça change. Voilà, et tu nous diras peut-être aussi un jour ce que tu as pensé de l'IHF Handball Challenge 14, parce que je crois que tu es un fan de handball et un joueur émérite. C'était ça. Voilà. À mes côtés également, ce soir, via Skype, David Chomard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président et cofondateur de Little Worlds Studio. Vous êtes le créateur. Alors, pour ceux qui connaissent, de Mana Crusher, c'est un jeu auquel on peut jouer. On va peut-être voir un petit peu en vidéo. Un jeu auquel on peut jouer sur Facebook, sur iOS, sur Android. On va en parler bien sûr de ce jeu parce qu'il est assez intéressant. Mais vous êtes surtout lancé, vous, dans un contre-la-montre pour sauver votre studio, c'est ça ? Exactement. Oui, on a très peu de temps pour essayer de trouver des solutions pour que le jeu marche et qu'on essaie de rétablir la société, sinon elle fermera. Alors on va en parler parce que on pourrait se dire, bon, ils viennent de se lancer, ils ont fait un jeu, ça marche pas, salut, on passe à autre chose, mais ça fait 10 ans que vous êtes dans le jeu vidéo. Oui, c'est vrai que ça fait 10 ans, on a sorti plus de 70 jeux et voilà, aujourd'hui, on a quand même une expertise et une équipe qui bosse ensemble depuis 10 ans et là, c'est vraiment le jeu de la dernière chance, quoi, malheureusement. Eh ben on va faire parler de ce jeu ce soir dans Watch TV, vous donner, j'espère, envie peut-être de donner un coup de main en allant faire des téléchargements dans ce jeu gratuit sur internet et sur tablette. Et puis, que serait À quoi tu joues sans son Techno Kid ? Salut Barthélémy. Salut Pierrick. Alors tu t'es lancé dans une nouvelle quête sur internet avec des chevaliers, des musiciens, des match-foot, t'es retombé en enfance, c'est ça ? Voilà, alors plus ou moins, c'est encore un jeu gratuit, The Mythic Quest for Epic Loot. Avec un gros studio derrière qui est Ubisoft quand même. Hein. Quand même, ouais. Voilà. Et donc c'est un jeu, qu'est-ce qu'on fait dedans ? C'est un jeu Heroic Fantasy, si j'en crois, les chevaliers, tout ça ? Alors un petit peu, ouais, disons que le but principal c'est de gagner plein d'argent et pour ça on va devoir défendre son château et attaquer celui des autres. Voilà, un but intéressant dans la vie et gagner plein d'argent, voilà. En tout cas le studio lui devrait en gagner un petit paquet avec ce jeu. Forcément, avant d'en parler, je vais vous donner quand même quelques infos de la semaine et notamment, puisqu'on parlait d'Ubisoft, le nouveau trailer de Watch Dogs, ça s'appelle Bienvenue à Chicago. Voilà un trailer qui a quand même un faux air de GTA, sauf que ça se passe à Chicago, alors entre un environnement ouvert, un personnage rebelle et un peu voyou et une grande liberté d'action sur l'environnement, on peut dire que l'affiliation est bien réelle, hein, Nicolas. Oui, vraiment, on a envie de voir un peu ce que sera le jeu au final.
On se rappelle que le jeu a été reporté de presque 6 à 8 mois pour soi-disant être au maximum de son potentiel. On espère qu'Ubisoft a raison. Un trailer, on peut faire dire tout et n'importe quoi à un trailer, donc maintenant il faut voir vraiment ce que le jeu a dans le ventre. Et il faut mettre la main dessus, et ça sera dans quelques semaines, voire plutôt quelques mois, pardon. Voilà, On va ou aller, attendre au bout voir pour juger. ou aller au bout de ce trailer, effectivement, on va pas avoir le temps, mais là vous voyez quelques phases de gameplay donc, qui se passent à Chicago. Allez-y, allez la voir sur YouTube ou Dailymotion, c'est un beau petit voyage en Amérique sans avoir besoin de prendre l'avion. Allez, on a une autre date de sortie, ça y est, pour Wolfenstein The New Order, ce sera le 20 mai sur PS4, PS3, PC, etc. Développé par Machine Games. Wolfenstein, pour ceux qui connaissent, c'est un FPS d'action et d'aventure qui se déroule dans les années 60, et oui, les nazis sont toujours au pouvoir. Ils ont remporté non pas un plein de mairie, mais la Seconde Guerre mondiale grâce à une arme secrète. Ça promet, parce que c'est toujours agréable, faut le dire, de buter ces soldats-là. À noter que ceux qui précommanderont le jeu seront invités à accéder à la version bêta de Doom. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu, bon, faut que je fasse un petit peu attention à mon langage quand je dis d'aller buter des nazis, c'est sympa. Je voudrais pas avoir de problème avec le CSA. Mais enfin, en 39-45, c'était plutôt sympa. Allez, le PES Virtual UEFA Champions League a commencé, une toute nouvelle compétition de football avec les mains organisée par Konami. Elle va réunir les meilleurs joueurs de PES 2014 uniquement sur PS3. Il faudra avoir cette console-là. La ligue est gratuite, ouverte à tous et s'appuie sur les données de milliers de matchs pour dresser le tableau définitif des résultats. Alors on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais les résultats des joueurs sont automatiquement collectés par un système de données propre à Konami et ce qui en fera ensuite un classement PES League. Il y a 25 000 € en jeu, plus plein d'autres petits cadeaux. Voilà, plus de renseignements, si vous êtes un champion de PES et que vous voulez aller vous mesurer aux autres fans sur PS3, un site internet www.pesleague.com. Allez, tout de suite, on va aller voir ce qui se passe du côté de Little Worlds Studio et de son jeu Mana Crusher. David Chomard, rebonsoir. Allô David ? Oui. Voilà, vous êtes le cofondateur de Little Worlds Studio. Vous lancez donc aujourd'hui un SOS autour de votre dernier jeu Mana Crusher. On va en parler. C'est un jeu gratuit. Vous lancez d'une certaine façon, c'est ça, un appel aux dons aux fans de ce jeu. Pourquoi ? En fait, on a eu la réflexion de se dire qu'aujourd'hui, il y a des tas de Kickstarter qui sont lancés pour des jeux qui sont en devenir, qui seront peut-être existants dans quelques mois ou quelques années si les développeurs arrivent à finir le jeu. Mais on a vu beaucoup d'exemples de studios qui, malgré leur Kickstarter et les fonds levés, n'arrivent pas à finir les jeux et du coup, ceux qui ont aidé au financement sont déçus, voire énervés. Alors, ce sont des sites de crowdfunding, effectivement, on en parle de temps en temps. Pardon ? Oui, ce sont des sites, je précise, Kickstarter, KissKissBankBank, ce sont des sites de crowdfunding et voilà, qui font là aussi des appels aux dons. Mais avant que le jeu se fasse, vous, le jeu, il est fait en fait. Voilà, nous, on s'est dit finalement, notre jeu, nous, on l'a déjà financé. On ne demande rien aux joueurs, on ne demande pas de nous aider à le financer. Il est déjà là. Par contre, du coup, ils peuvent juger sur pièce, voir si le jeu est sympa. Et comme le jeu est gratuit et qu'on force personne à acheter dans le jeu, malgré tout, s'ils trouvent que le jeu est sympa, ils peuvent faire des dons sous forme d'achat in-app purchase, enfin d'achat intégré dans le jeu. Même s'ils n'en ont pas forcément besoin, au moins ils savent qu'ils nous soutiennent en faisant cette démarche. C'est un peu original, mais c'était la façon qu'on a trouvé de faire parler de notre studio et de notre situation. Ouais, c'est inciter les gens finalement dans les jeux gratuits à acheter des vies supplémentaires ou des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'est assuré que le jeu était vraiment faisable jusqu'au bout gratuitement. Mais on se dit, voilà, plutôt que de donner à un studio qui va peut-être faire un jeu, donnez-nous à nous. Parce que si vous ne nous donnez pas, si vous ne nous aidez pas, le studio fermera. De toute manière, on n'a pas le choix. On est dans une situation très précaire et si on ne trouve pas un moyen d'avoir de l'argent qui rentre, on fermera le studio, malgré 10 ans d'existence. Alors, le modèle gratuit, est-ce que vous tirez pas aujourd'hui un constat d'échec du modèle gratuit ? Est-ce qu'il aurait mieux fallu faire payer les gens une poignée d'euros au démarrage ? Alors, c'est vrai que le modèle gratuit a
un gros risque, c'est qu'il faut que le jeu soit téléchargé à des centaines de milliers d'exemplaires pour que le modèle fonctionne en général. Et c'est vrai que du coup, nous, comme on n'a pas les moyens financiers de faire une grande campagne de marketing ou de communication, on est forcément limité par le nombre de gens qu'on peut toucher et donc le nombre de gens qui pourraient éventuellement après se décider à dépenser dans le jeu. Donc on essaie de faire le maximum de bruit par tous les moyens possibles, avec les moyens qu'on peut, pour attirer l'attention sur ce jeu, parce qu'en fait le jeu, nous on considère qu'il est pas mal, il a été déjà revu par quelques sites qui ont mis des très bonnes notes, donc je pense que le contenu est bien, mais c'est juste qu'aujourd'hui il y a tellement de jeux sur mobile, sur tablette, etc., que si on n'a pas une énorme force marketing, c'est extrêmement difficile de sortir, ou alors un énorme coup de chance, comme les Flappy Bird ou d'autres qui, par un coup de chance, se retrouvent numéro 1 de l'App Store. Mais sinon, c'est très difficile de sortir du lot si on n'est pas supporté par une grosse campagne marketing. Vous êtes à combien de téléchargements aujourd'hui pour ce jeu ? On est aux alentours entre 5 et 10 000 téléchargements. En fait, aujourd'hui, on a réussi à attirer l'attention en France. On a eu pas mal d'autres studios de développement qui connaissent bien notre situation, qui nous ont soutenus en relayant la formation sur les réseaux sociaux, en nous soutenant du mieux qu'ils pouvaient, en faisant passer le message. On a eu aussi des journalistes, des amis. Enfin, tout le monde s'y est mis pour essayer de faire passer le message. Et en France, ça marche plutôt pas mal. Mais c'est vrai que pour le moment, le reste du monde est totalement fermé. Il n'y a pas eu du tout d'impact. Voilà, moi c'est Cosmo Cover, effectivement une agence de communication qui m'a alerté sur vos soucis. On va préciser que vous n'êtes pas tout neuf quand même dans le monde du jeu vidéo. Ça fait 10 ans que le studio existe. Pourquoi ces difficultés maintenant ? En fait, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a traversé une grosse crise en 2009. Comme un peu tout le monde, on développait sur Nintendo DS, on faisait beaucoup de jeux à licence sur Nintendo DS pour des clients éditeurs, Ubisoft, Hanuman, Atari, etc. Et puis d'un seul coup, le marché de la DS s'est écroulé, il y avait trop de jeux, trop d'offres, et puis finalement le marché était saturé. Et nous, on s'est retrouvés d'un seul coup sans aucune commande, rien. Et c'est là qu'on a dû emprunter pour essayer de faire des choses par nous-mêmes, etc. Et malheureusement, ça n'a pas aussi bien marché qu'escompté. Et donc après ça, on a essayé de remonter la pente, financièrement, en essayant de trouver d'autres jeux à développer, etc. Et aujourd'hui, on est revenu à une situation à peu près d'équilibre, où on crée des jeux pour des clients, aujourd'hui essentiellement sur mobile et sur PC Mac. Mais on a cette dette qu'on a accumulée des années auparavant, et qu'on n'arrive pas à rembourser. Alors, donc, on n'arrive pas à trouver une solution. Voilà. Sinon, essayez la Troïka, ils sont en train de faire des choses fabuleuses pour la Grèce, mais bon, peut-être qu'à votre niveau, ça va être un petit peu compliqué. C'est un peu la même situation que la Grèce ou des ménages surendettés, c'est un peu notre situation. Aujourd'hui, on a de l'activité, on a une équipe qui est occupée à 100% avec des jeux qu'on fait pour d'autres clients, mais voilà, on n'arrive pas à faire assez de bénéfices pour rembourser tout le monde. On va préciser, il y a des emplois en jeu, 13 emplois, je crois. Oui, on est une équipe de 13, oui. Et voilà, et à la différence d'autres studios, nous, on travaille vraiment avec la même équipe depuis des années. Et voilà, on monte pas une équipe par projet, on travaille vraiment tous ensemble depuis des années sur les différents projets. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que ça nous ferait un peu mal au cœur d'arrêter le studio, parce que voilà, on a tout cet historique et tous ces bons moments qu'on a passés ensemble malgré tout. Voilà, donc l'appel est lancé sur Watch TV si vous êtes auditeur. Si vous n'avez pas encore été téléchargé Mana Crusher, eh bien, on va regarder une vidéo, justement, le vidéo de gameplay, comment ça se passe. Et vous allez nous expliquer, alors qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le principe de ce Mana Crusher, alors, David ? Très simplement, ça se présente comme, au premier abord, on pourrait croire que c'est un Candy Crush, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un jeu de stratégie. J'ai envie de dire que c'est pas trop dur. Oui, c'est vrai que c'est pas très dur. Quoique, Candy Crush, sur certains niveaux, est pas facile. Mais voilà, c'est un jeu de stratégie où, en fait, la nouveauté, c'est qu'on a son propre personnage qui est dans le puzzle. Donc, le personnage est dans le jeu et on trace les chemins qu'on veut faire. Et en même temps, on ramasse des symboles qui permettent après de lancer des sorts. Et en fait, on se bat contre d'autres magiciens qui eux-mêmes sont dans le même puzzle.
Et donc, on doit jongler entre ramasser des manas pour lancer des sorts, se faire attaquer par d'autres magiciens si on est trop proche, et en même temps se placer bien pour pouvoir lancer des sorts contre les autres adversaires. Donc c'est un mélange voilà, de stratégie, de tactique, et en plus on a un système de RPG avec des cartes qu'on peut fusionner pour faire évoluer ces magiciens, leur faire apprendre des nouveaux sorts, les rendre plus puissants. Donc ça permet aussi une couche plus pour ceux qui veulent s'impliquer, d'avoir vraiment son personnage qui évolue, qui devient de plus en plus fort et qui permet de passer les niveaux plus facilement. Voilà. Et tout ça gratuitement, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire. On peut le terminer. Mais allez, faites une bonne action. Manacrocheur disponible bien sûr iPhone, iPad, Android, Facebook également. On parle beaucoup de l'inversion vous savez, de la courbe du chômage. Un petit effort donc pour vous aussi aider la France à inverser sa courbe de chômage. Un petit téléchargement tout bête. Lâchez donc Candy Crush 5 minutes et faites une bonne action. Merci David. Je vous dis le mot en 5 lettres. Hein. Là aussi, je fais attention avec le CSA. J'évite de dire des gros mots maintenant. On va faire une courte pause, vous restez avec nous. Voilà, on va parler d'Infamous. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, un peu de temps pour y jouer ou pour jouer à la série, non David ? Non, Infamous, j'avais vu l'ancien, j'avais joué un peu, mais pas le nouveau, non. Bon, bah voilà, on va vous le faire découvrir avec Nicolas Gavet. À tout de suite. Il n'est pas second ici dans À quoi tu joues, mais le premier, Nicolas Gavet, journaliste, photographe, plagiste à Cannes, testeur pour Watch TV. Infamous Second Son, l'histoire d'un jeune homme un peu... allez, je le dis, branleur, on va dire, qui se retrouve pourvu, c'est étonnant, d'un pouvoir absolument gigantesque, ça va beaucoup l'amuser. C'est un jeu PS4, et Nicolas, on peut le dire, on commence vraiment à voir la différence, là aussi, avec Infamous 2 sur PS3. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait pressenti ça lors de la présentation d'en passer à l'E3 de la PlayStation 4 et de la Xbox One, c'est-à-dire que les jeux maintenant next-gen, au-delà du graphisme qui est forcément plus beau que les précédentes générations, sont plutôt tournés vers les mondes ouverts. Et on se rappelle que les premiers Infamous, c'était pas tout à fait des mondes ouverts. Là, pour le coup, on est dans un monde ouvert et en plus graphiquement qui est très très joli. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu peur au démarrage. Je me suis dit, ça y est, on est reparti dans une espèce de long couloir où il faut suivre un pont, on avance, le pont est détruit, il faut sauter. Mais en fait, oui, on a vraiment là aussi la possibilité d'aller où on veut et de se balader, sauf sur l'eau. Il aime pas trop l'eau. Hein. L'eau, c'est comme les ados, il aime pas trop ça. Et en fait, c'est un peu, allez, on peut dire que c'est un peu le système du GTA, c'est-à-dire qu'on évolue dans un monde totalement ouvert, que ce soit au niveau horizontal ou vertical, on peut monter sur des toits des immeubles. D'ailleurs, il y a des séquences de jeu qui sont assez vertigineuses et c'est assez impressionnant de voir la manière dont il saute dans le vide et les coups qu'il peut déclencher en l'air. Et on recherche des missions comme ça au fur et à mesure qu'on évolue dans le jeu. Donc c'est un peu d'exploration à la GTA, c'est vertical, comme je dis, exploration verticale, exploration horizontale. On fait des actions, bonnes ou mauvaises, qui influent plus ou moins sur le scénario du jeu. Ouais, effectivement, parce qu'il est capable de monter très haut. Il y a notamment un moment où ça se passe à Seattle, hein, le jeu, et il monte en haut de la fameuse tour de Seattle où faut et là on a une vue sur l'horizon assez impressionnante. Hein. Oui. Ouais, mais là, c'est comme tu disais, c'est là qu'on sent vraiment le premier, entre guillemets, vrai jeu next-gen sur PlayStation 4. On sent d'ailleurs que la bête, elle pousse, il n'y a pas de problème. Ouais, on peut choisir, tu le disais, entre être bon ou mauvais dans ce jeu. Qu'est-ce que ça change ? La fin du jeu, je ne suis pas encore arrivé, mais évidemment, puisqu'on peut choisir entre faire le bien et le mal, il y a une fin qui sera avec le personnage plutôt du côté obscur et l'autre une fin plutôt joyeuse avec le personnage qui n'a fait que des bonnes actions. En fait, il y a une sorte de jauge qui augmente au fur et à mesure du jeu en fonction des actions qu'on fait, si elles sont toutes bonnes ou toutes mauvaises, et la balance penche d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc on se retrouve avec des gens qui sont un peu plus effrayés de nous voir, d'autres qui sont plus contents de nous voir, et c'est vraiment le joueur qui décide finalement de faire ce qu'il veut ou ce qu'il veut être dans le jeu. Alors, dans ce jeu, effectivement, on doit, par exemple, court-circuiter des caméras, éliminer des patrouilles, faire, appeler la police pour leur dire « Oh, il y a un vilain monsieur qui a complètement tagué votre mur, faites vite, venez !» Donc, il est assez moqueur quand il passe son coup de téléphone.
À un moment, quand on a fait comme ça 2, 3 quartiers de Seattle, est-ce qu'on tourne pas un peu en rond? Alors ça, c'est après plusieurs heures de jeu, finalement on se dit qu'on fait beaucoup de fois les mêmes choses. Les premières minutes qu'on passe, comme dans tous les jeux à monde ouvert, c'est plutôt de la découverte, c'est-à-dire qu'on va se balader d'un quartier à un autre, justement pour un peu s'imprégner des lieux. À la différence des jeux de couloir, on fait que avancer devant ou derrière, reculer. Bon, il n'y a pas tellement de recherche là. Pour le coup, on est totalement ouvert. Donc il faut aller quand même chercher, se repérer, monter dans les étages, au-dessus des maisons, aller voir ce qui se passe dans les rues, etc. Donc il y a beaucoup d'exploration au premier temps. Puis après, quand on s'est un peu imprégné de la ville, effectivement, les missions, à mon goût, sont peut-être un peu répétitives, mais je pense que les DLC qui seront bientôt disponibles vont pouvoir un peu faire évoluer le scénario du jeu. Est-ce que c'est le genre de jeu qui donne envie d'acheter une PS4? C'est un peu la question piège. Je sais pas, mais en tout cas, quand on a une PlayStation 4, c'est à mon avis le jeu qu'il faut avoir sur sa PlayStation 4. Ne serait-ce parce que c'est une exclusivité, mais qu'il est vraiment au final quand même réussi, même si, allez, si c'est un peu répétitif au final, c'est quand même le jeu qu'il faut avoir sur PlayStation 4 quand on a une console Sony. Alors avec une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la manette de jeu. On sait c'est très important pour ces nouvelles consoles, cette manette. Oui. Et là également, pour la première fois, j'ai envie de dire, la manette est bien utilisée sur la PS4, notamment l'ambiance sonore, j'ai envie de dire, avec le haut-parleur de la manette. Oui, il y a ça, et puis aussi, surtout, pour une fois, le pavé tactile qui est utilisé, alors pas énormément, mais on commence enfin à trouver l'utilité à cette chose-là, qui jusqu'à présent n'était pas ou peu utilisée dans les autres jeux de Sony. Ouais, pour ouvrir une porte, par exemple, et quand on fait des tags... Il fallait bien trouver l'utilité. Voilà. Mais c'est vrai que moi, quand on fait des tags et qu'on bouge la manette comme ça et que ça fait le bruit de la je sais pas comment ça s'appelle dans la bombe, là, il y a un truc qui fait on a le bruit de la bombe qui sort de la manette. C'est assez surprenant, et le pchit aussi qui sort là aussi de la manette quand on est en train de taguer, et des tags, vous verrez, qui sont assez drôles et bienvenus, je vous en dis pas plus. Merci beaucoup Nicolas, on se retrouve très vite sur Watch TV, bien sûr, pour parler jeux vidéo. Allez, on a une courte pause et on retrouve notre ami le TechnoKid. Salut Barthélémy. Salut Pierrick. Alors toi aussi tu as un super pouvoir, hein. Alors pas celui de faire pousser du béton ou de lancer des flammes, hein, comme le héros de Infamous, mais celui de nous faire partager ta passion pour les jeux vidéo. Il est bon d'ailleurs en direct, hein. Je sais pas si vous l'avez vu là, il y a 15 jours, c'était très très bon, il est resté très longtemps à l'antenne. Bravo, on dirait un vrai pro de la télé, Barthélémy, je te le dis, devant tout le monde, voilà. Alors tu vas nous parler d'un jeu gratuit développé par Ubisoft, The Mighty Quest of Epic Loot. Alors qu'est-ce qui se passe à part ce nom un peu rigolo? Oui, pardon, oui, c'est mon anglais. Alors oui, Ubisoft, donc cette fois aussi c'est un jeu gratuit, même si c'est un plus gros studio, hein. Ubisoft, on les connaît pour des gros jeux. Donc le jeu est gratuit, c'est un free-to-play, mais encore une fois vous pouvez payer pour que ce soit acheter des personnages en plus, des armes en plus et tout ça. Mais on peut profiter pleinement du jeu gratuitement. Le principe, c'est qu'on a un château qu'on doit travailler, on doit piéger, on doit mettre des monstres pour le protéger. Mais pour ça, faut du matériau et de l'argent, évidemment pas de l'argent réel pour ça, hein, de l'argent du jeu. Et vous le gagnez en attaquant le château des autres joueurs, qui eux-mêmes l'auront défendu et tout ça. Autrement dit, c'est du multijoueur, hein. Oui, je précise, c'est un jeu en ligne. Les châteaux, il y a des châteaux faits par les développeurs, mais c'est beaucoup plus intéressant évidemment d'attaquer les châteaux faits par d'autres joueurs. Et ça devient surtout très fun quand vous attaquez les châteaux de vos amis et que vous pouvez leur laisser des émotes où votre personnage danse et se moque littéralement de la personne qui a créé le château. Ça peut devenir très très sympa. Et alors on le voit, c'est aussi un jeu qui ne manque pas d'humour. Non. C'est un jeu très très drôle. Les personnages en fait, le monde dans lequel ça se passe est un monde où il y a plein de châteaux volants partout, mais vraiment partout dans le ciel, et tout le monde a pour seul et unique but de se faire de plus en plus de fric. Et donc tous les personnages sont égoïstes, égocentriques, et c'est pour ça que des fois quand vous baladez dans le château d'un autre joueur, votre personnage va dire ouais c'est tout ce que t'as, ou des choses comme ça. Et donc oui, c'est très drôle évidemment. Comment est-ce que tu es tombé sur ce jeu, toi, Barthélémy?
Alors j'avais flâné un petit peu sur internet une période où je cherchais justement des jeux gratuits sympathiques et puis en fait ça fait assez longtemps que j'avais entendu parler de ce jeu. Il était en bêta mais fermé et j'avais pas réussi à obtenir de clé bêta et j'ai pu me le procurer, j'attendais qu'il sorte et maintenant qu'il est sorti j'ai pu en profiter un petit peu ouais. Voilà, tu y as passé, on y passe beaucoup de temps ou est-ce que c'est un jeu, on y joue comme souvent hein, d'ailleurs dans les free-to-play sur internet, on y joue 5 minutes et on passe à autre chose et on y revient 1 heure après, 2 heures après? Alors c'est un jeu qui peut s'avérer très très addictif. C'est-à-dire qu'il y a il y a certaines après-midi où vous allez passer des heures et des heures à jouer sans vous rendre compte. Mais à la longue, je pense qu'une fois qu'on aura fait tous les niveaux de château, tout ça, parce que c'est réparti en plusieurs niveaux pour pas affronter les châteaux de joueurs super élevés. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu répétitif. Mais au départ, les premières heures de jeu sont vraiment très très addictives et c'est très sympa. Ouais. Voilà, bon, je vais te faire un peu envie parce que pendant que tu joues, toi, à ce jeu d'Ubisoft, moi j'ai passé une partie de mon dimanche et de mon lundi où je travaillais pas à jouer à The Elder Scrolls Online, figure-toi. Ah. Voilà, qui arrive très prochainement. Alors, si vous avez aimé l'ambiance de Skyrim, ne manquez pas, allez faire un tour hein, sur ce jeu-là qui sera en revanche payant avec un système d'abonnement. Mais croyez-moi, des premières heures passées dans ce monde d'Oblivion et compagnie alors j'ai oublié les noms, évidemment il se fait tard. Tamriel. Voilà, Tamriel, merci beaucoup Barthélemy, je vois que tu connais tes classiques. En tout cas, allez-y faire un tour, ça vaut vraiment le coup d'œil. On aura l'occasion bien évidemment de vous en parler très vite dans À quoi tu joues. Alors avant de se quitter, merci Barthélemy, je voulais vous donner quelques nouvelles de Disney Infinity. Vous savez qu'on aime bien dans À quoi tu joues aussi des jeux faits pour les kids, j'ai envie de dire. Voilà, et donc Disney Infinity, il y a de nouvelles boîtes qui sont sorties comme celle-ci avec tiré du film Les Mondes de Ralph avec Ralph Lacasse, Van Lop. Voilà, Ralph Lacasse qui réduit les obstacles en miettes avec la bombe cerise. Vous avez aussi les inénarrables Phineas et Ferb. Là aussi, si vous avez vu le dessin animé, eh bien on peut reproduire, s'amuser comme dans le film avec ces personnages de Disney Infinity. Et puis comme c'est fait aussi pour les filles, voilà, eh bien il y a aussi Elsa et Anna, je sais pas si on peut le voir avec la caméra du haut, voilà, hop, voilà ces petits personnages tirés bien évidemment de La Reine des Neiges, qui est le gros carton de Noël de la part de Disney. Avant de se quitter, vous le savez, on aime bien aussi vous parler BD dans À quoi tu joues. Alors je suis tombé, on va peut-être pouvoir le voir parce que j'ai trouvé la vidéo des éditions Soleil, ça s'appelle Oracle, la Pythie. Depuis toute petite, la Pythie sait qu'elle va devoir servir les dieux. Alors je sais pas si on a la vidéo des dieux égoïstes, dont le plus beau d'entre eux, vous savez, c'est Apollon. Et pour son malheur, eh bien cette Pythie, elle est sublime, provoquant ainsi le désir chez notre dieu de service. Elle va vouloir se venger. Bien comment? Voilà, c'est la question. Alors peut-être après un repas, car vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et comme chacun sait, n'est-ce pas Nicolas, la Pythie vient en mangeant. Bref, Perru et Martineau, merci Nicolas, revisite la mythologie grecque. Voilà, on va le voir à ce moment-là peut-être sur la caméra, quelques images, parce qu'on a une BD superbe, une fresque absolument sublime et une histoire qui ne manquera pas. Alors bon, là j'arrive sur des images pas terribles. Une histoire qui ne manquera pas de vous surprendre. Zeus, en tout cas, il a beau être un dieu, lui aussi, il en bave avec l'éducation de ses gosses. Voilà, une BD, moi, vraiment, que je vous recommande. C'est un peu violent, hein, c'est pour un public plutôt adulte, là aussi, mais vraiment une très bonne BD à ne pas mettre entre toutes les mains. Et une série, il y en aura plusieurs, comme ça, qui est autour de 5 mortels qui vont vouloir se venger des dieux de l'Olympe. Merci Barthélemy, on se dit à très bientôt sur Watch TV. Merci Nicolas. Et merci David Chomard, si vous êtes encore là. David ? Je suis encore là. Voilà, merci à vous d'être venu. Bon courage pour la suite. Et puis n'hésitez pas à nous faire suivre et vivre les suites de cette course contre la montre pour sauver votre studio. Allez, À quoi tu joues, c'est fini pour ce soir. On se dit à très bientôt sur Watch TV.
C'était À quoi tu joues, l'hebdo des jeux vidéo, avec Toshiba, sponsor officiel de l'ESL Pro Series.